Nous cherchons la vie à des centaines d'années-lumière. Nous chassons les super-terres en orbite autour d'autres étoiles. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que nous avons peu être ignoré la plus grande depuis le tout début. Juste ici, chez nous. Les preuves sont choquantes. Cette étrange inclinaison de 6 degrés inexpliquée dans notre système solaire, des mondes gelés pointant tous dans la même direction, et une masse 10 fois plus lourde que la Terre qui les manipule tous comme des marionnettes. Pourtant, ce n'est pas ça le plus ahurissant, c'est ce que ces signaux signifient. Si toi aussi tu es impatient de découvrir quel est ce terrible mystère juste sous notre nez, clique sur le bouton « J'aime », car nous allons bientôt plonger à la source de ces signaux, et ce ne sera pas du tout ce à quoi tu t'attends. Prends une grande inspiration. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru connaître l'image complète du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 8 planètes, un soleil. C'était tout. C'était l'histoire qu'on nous racontait. Mais cette histoire était incomplète, car la frontière du système ne s'arrêtait pas à Neptune. Elle s'étendait bien au-delà, plus loin que la plupart des gens ne pourraient jamais l'imaginer. C'est pourquoi, lorsque nous avons réalisé qu'il y avait quelque chose dans cette bordure gelée du système solaire, au-delà de tout ce que nous avions cartographié, tout ce que nous pensions savoir a changé, car derrière Neptune s'étend un immense anneau de débris gelés. Son nom, la ceinture de Kuiper. Comme si cela ne suffisait pas, au-delà de celle-ci, se trouve une couche massive de matériaux glacés qui enveloppe tout le système comme une coquille. Nous l'appelons le nuage de Oort. Ces régions sont si éloignées du Soleil que sa lumière y parvient à peine. Et dans cette immense obscurité froide, quelque chose de très grand pourrait s'être caché depuis le début. C'est l'histoire des signaux. Mais pas le genre de signaux auxquels la science-fiction nous a préparés. Ce sont des orbites déformées, de faibles lueurs thermiques et des motifs gravitationnels qui, tout simplement, n'ont pas leur place là-bas. Une traînée d'indices cohérents que les astronomes suivent et ne peuvent tout simplement pas lâcher. Pourtant, suivre cette piste était si difficile que 10 ans de travail, au lieu de résoudre le mystère, l'ont rendu encore plus profond. La piste commence à la lisière extérieure de la ceinture de Kuiper, dans une région que les astronomes appellent le système solaire extérieur extrême. Il faudrait environ 5 millions d'années pour y arriver depuis la Terre en avion de ligne. À cette distance, le Soleil se réduit à un point lumineux brillant. Il est nettement plus brillant que les étoiles environnantes, mais il n'y a aucune trace du disque brûlant que nous connaissons. Il n'y a ni chaleur ni éclat qui atteint le sol. Juste le froid, l'obscurité et le silence. Alors, que pourrait-il y avoir de si loin ? Les objets de cette région se déplacent à une vitesse qui ferait paraître les glaciers animés. Une seule de leurs orbites autour du Soleil ne dure pas des années ou des siècles, mais des milliers d'années. Ce sont des corps anciens et gelés sur des chemins si lents qu'aucun changement n'est perceptible au cours d'une vie humaine. Mais être lent ne signifie pas être immobile, et les chemins qu'ils suivent nous racontent quelque chose. Lorsque les astronomes ont cartographié pour la première fois les orbites de ces objets les plus lointains, ils s'attendaient à un désordre. Des orientations aléatoires, des angles aléatoires, rien ne devait lier un objet à un autre, car c'est ainsi que des milliards d'années de chaos gravitationnel devraient apparaître sans une force dominante pour façonner la région. Mais cette attente était fausse. Ce que les données ont montré était tout le contraire. Un alignement, les objets les plus éloignés étaient regroupés dans l'espace. Tous étaient inclinés à peu près au même angle. Tous pointaient vers la même région du ciel. La probabilité que 6 objets indépendants tombent dans cette configuration par pur hasard était inférieure à 1 sur 14 000. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous laissiez tomber 6 bâtons de différentes hauteurs, à des moments différents, et qu'ils atterrissent tous en pointant exactement dans la même direction. Vous n'appelleriez pas ça une coïncidence. Vous commenceriez à chercher ce qui les a orientés dans cette direction. C'est exactement ce que quelque chose faisait.
Il s'étendait sur des milliards de kilomètres, tirant des mondes dispersés et gelés pour les aligner. Il était invisible, non confirmé, mais son existence était mathématiquement certaine. Les chercheurs ont construit des modèles, ils ont lancé des simulations, et ils ont demandé quel type d'objet pourrait créer cet effet et le maintenir pendant des milliards d'années. La réponse à cette question était toujours la même. Une planète, Mace, pas une petite planète. Quelque chose portant environ 10 fois la masse de la Terre, un géant de glace dans la même catégorie générale qu'Uranus et Neptune. Et il se trouvait sur une orbite lointaine que personne n'avait jamais sérieusement cherché auparavant. Pensez à ce que cette comparaison signifie. Uranus a 4 fois le diamètre de la Terre, et Neptune rayonne plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Ce ne sont pas de petits mondes, ce sont des systèmes massifs et complexes à part entière, et les modèles décrivaient quelque chose de comparable à ceux-ci, situés à une distance où la lumière de notre Soleil met plus de 6 heures à l'atteindre. Les mathématiques ne se sont pas arrêtées à la masse. Les modèles ont produit une forme d'orbite, une longue ellipse étirée, si énorme qu'un tour complet autour du Soleil durait entre 10 000 et 20 000 années terrestres. Ils ont avancé une distance estimée à environ 75 milliards de kilomètres. Et à partir des objets groupés, ils ont indiqué une vaste région du ciel de l'autre côté du système solaire, une région qui n'avait jamais été sérieusement étudiée auparavant. Un nom est venu naturellement, Planète 9. Mais le vrai défi n'était pas l'hypothèse, c'était de la tester, car ce n'était qu'une ombre mathématique, et si en réalité il n'y avait rien là-bas, mais le regroupement orbital n'était pas la seule chose qui pointait dans la même direction. Car en creusant plus profondément, les chercheurs ont trouvé une deuxième anomalie, une anomalie beaucoup plus ancienne, beaucoup plus silencieuse, et qui était là sous nos yeux depuis des décennies sans réponse satisfaisante. Le système solaire lui-même n'était pas droit. Chaque planète tourne autour du Soleil sur un plan plat commun, hérité du disque de gaz et de poussière à partir duquel le système solaire s'est formé. Ce plan aurait dû être parfaitement aligné avec la propre ceinture équatoriale du Soleil, Mace. Il ne l'est pas. L'ensemble du plan orbital est incliné de 6 degrés par rapport à là où la physique dit qu'il devrait être. Une inclinaison de 6 degrés sur 8 planètes. Chacune un monde gigantesque, toutes inclinées collectivement dans la même direction. Quelque chose avec une très longue portée tirait sur tout le système. Aucun modèle standard de formation du système solaire ne peut produire cette inclinaison. C'était une anomalie connue dans les données depuis des décennies, attendant silencieusement une explication. Puis, les chercheurs ont lancé leur simulation de la planète 9 avec cette question en tête. Une planète massive sur une orbite lointaine et inclinée ne tire pas seulement sur les objets proches. Sur des milliards d'années, sa gravité agit sur l'ensemble du système interne comme une main pressant sur un gyroscope en rotation, éloignant lentement toute la structure de son alignement d'origine. Les simulations sont revenues avec une inclinaison de 6 degrés, exactement ce que nous observons. 2 anomalies, 2 énigmes distinctes, chacune découverte indépendamment, chacune restée inexpliquée en soi, et une seule planète proposée, les expliquant toutes les deux avec un seul modèle. Ce genre de résultat ne prouve rien en soi, mais il change complètement la texture du problème. Il transforme une curiosité en un motif, et un motif en quelque chose qui exige une réponse. Le système solaire laissait des traces, et plus les astronomes regardaient profondément, plus ils trouvaient de traces. La prédiction était audacieuse. Une planète 10 fois plus lourde que la Terre, se cachant dans l'obscurité la plus extérieure de notre système solaire, est définie entièrement par les mathématiques. Mais une prédiction écrite sur un papier n'est pas une découverte. Pour être réelle, elle devait être vue, et la voir allait s'avérer plus difficile que quiconque ne l'avait prévu. C'est ici que commence le problème de la recherche de la planète 9 par les moyens traditionnels. Chaque planète jamais trouvée dans notre système solaire a été trouvée grâce à la lumière, soit la lumière que la planète réfléchit du Soleil, soit la lumière qu'elle bloque en passant devant une étoile. Cette méthode
fonctionne très bien pour les mondes raisonnablement bien éclairés. Neptune est à 4-5 milliards de kilomètres, et il faut déjà des jumelles pour la voir comme un faible point bleu. Maintenant, prenez quelque chose 6 fois plus loin. La quantité de lumière qu'une planète réfléchit diminue considérablement avec la distance. Si vous la déplacez 2 fois plus loin, elle réfléchit 4 fois moins de lumière. Si vous la déplacez 10 fois plus loin, elle réfléchit 100 fois moins de lumière. À la distance prédite de la planète 9, tout signal réfléchi serait si profondément enfoui dans le bruit de fond que les recherches optiques traditionnelles étaient pratiquement inutiles. C'est pourquoi les astronomes avaient besoin d'une approche complètement différente, et ils l'ont trouvée dans une propriété que chaque grande planète partage, peu importe sa distance du Soleil, les planètes sont chaudes. Pas chaudes comme une après-midi d'été, mais chaudes dans le sens où elles libèrent de l'énergie, la chaleur résiduelle de leur formation, la chaleur de la lente contraction de leur propre masse, la chaleur de la désintégration radioactive au plus profond de leur noyau, tout cela est constamment rayonné vers l'extérieur sous forme de lumière infrarouge. Jupiter émet presque 2 fois plus de chaleur qu'il n'en reçoit du Soleil, et Neptune fait de même. Ces mondes brillent silencieusement à des longueurs d'onde que l'œil humain ne peut pas percevoir, et ils sont complètement indépendants de la lumière du Soleil qui les atteint. Si la planète 9 était un géant de glace, elle devait faire exactement la même chose. C'était l'idée qui a changé la donne. Pour la voir, il ne fallait pas regarder sa lumière, mais sa propre chaleur interne. Détecter ce signal nécessiterait un télescope spécialement conçu pour cette tâche. Les instruments optiques ordinaires y sont aveugles. Ce qu'il fallait, c'était un détecteur réglé sur les longueurs d'onde de l'infrarouge lointain et, de manière critique, lui-même refroidi à une valeur proche du zéro absolu, car un télescope chaud produit son propre bruit infrarouge, et ce bruit noirait le faible signal qu'il essaie de mesurer. C'est comme essayer d'entendre un murmure en se tenant à côté d'un moteur en marche. Éteignez le moteur, et le murmure devient soudainement audible. C'est pourquoi toutes les théories, toutes les preuves indirectes ont été mises de côté et les yeux se sont tournés vers une seule chose, le ciel. Alors, qu'ont-ils trouvé lorsqu'ils ont regardé le ciel pour prouver cette théorie? Les signaux étaient-ils réels? Car avoir la bonne méthode pour trouver une planète est une chose, mais que ce que vous trouvez en utilisant cette méthode vous mène à une histoire encore plus compliquée en est une autre, et cet instrument existait déjà. C'était incroyable. Le télescope spatial japonais Akari, lancé en 2006, avait passé des années à cartographier tout le ciel en infrarouge. Ces détecteurs étaient refroidis à l'hélium liquide, faisant chuter leur température à seulement quelques degrés au-dessus du zéro absolu. C'était assez froid pour capter des signaux thermiques qu'aucun télescope terrestre ne pourrait jamais atteindre. Pendant des années, cette archive a attendu une carte infrarouge complète du ciel, créée par un vaisseau spatial refroidi, couvrant le type exact de signal que la planète 9 produirait. Les chercheurs ont commencé à comparer cette archive avec la région orbitale prédite. Le processus était méthodique et lent. Chaque point de lumière infrarouge dans la région cible devait être examiné. Chaque candidat était vérifié par rapport au catalogue d'étoiles, de galaxies et d'astéroïdes connus. Tout ce qui avait une identité connue était éliminé. Les candidats ont été rayés de la liste un par un. La liste a diminué, diminué, diminué. Mais, alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. La liste n'est pas tombée à zéro. Cela n'aurait pas dû arriver. L'attente était que chaque point de lumière corresponde à un objet connu. Pourtant, ce ne fut pas le cas. 2 signaux sont restés, 2 points de lumière infrarouge sans contrepartie visible dans aucun catalogue existant. Tous 2 se trouvaient dans la région générale du ciel, où l'orbite de la planète 9 était prédite de passer. Mais ce n'était pas seulement leur existence qui les rendait vraiment intéressants. Ce qui les rendait vraiment coquantes, c'était leur comportement dans le temps. Car lorsque les astronomes ont comparé ces points avec des données plus anciennes, la vraie bombe a explosé. Les données d'Akari ont été comparées à des observations infrarouges plus anciennes d'un satellite lancé des décennies auparavant.
Et entre ces deux ensembles de données, avec des années d'intervalle, il s'est avéré que les deux candidats avaient légèrement déplacé leur position par rapport aux étoiles de fond. Ce type de dérive positionnelle est la signature d'un objet proche du système solaire. Les galaxies lointaines ne bougent pas par rapport à l'arrière-plan. Maïs, une planète-ci, c'était un moment incroyable. Les signatures de température correspondaient à ce que les modèles prédisaient pour un grand monde glacé à une distance extrême. Leur position tombait dans la région de recherche prédite. Pendant un court instant, l'excitation au sein de la communauté des sciences planétaires était réelle et difficile à contenir. Il y avait deux candidats, tous deux inexpliqués, et tous deux se comportaient comme quelque chose de réel. Puis vinrent les observations de confirmation, et l'histoire s'est compliquée lorsque d'autres équipes ont pointé leur télescope vers les deux positions candidates. Les résultats ont refusé de se résoudre clairement. Certaines recherches n'ont pas réussi à confirmer l'un ou l'autre des signaux. D'autres ont détecté quelque chose de faible au bon endroit, mais n'ont pas pu déterminer s'il bougeait. Le mouvement est le test critique. C'est ce qui distingue un corps du système solaire d'une source de fond. Les données sont restées dans un entre-deux frustrant, ni confirmées, ni éliminées, ni expliquées. Une partie de la difficulté résidait dans le télescope Akari lui-même. C'était un instrument extraordinaire pour son époque, mais sa résolution spatiale avait ses limites. Une faible tache infrarouge dans les données d'Akari pouvait être une planète lointaine, ou une galaxie de fond non résolue, ou un astéroïde connu se trouvant juste en dehors des limites du catalogue, ou cela aurait pu être un artefact produit par le détecteur lui-même. Sans image de suivi plus nette, il était vraiment difficile de déterminer la vraie nature des deux candidats. Les signaux étaient réels, dans le sens où quelque chose les produisait, mais ce que cette chose était restait une question ouverte. La recherche d'Akari, même sans une détection confirmée, a révélé quelque chose d'important. Elle a montré que la méthode thermique fonctionnait. Elle a prouvé que les relevés dans l'infrarouge lointain pouvaient trouver des candidats dans la région prédite. Et elle a montré que le signal que la planète 9 produirait n'était pas trop faible pour être détecté. En principe, elle a également affiné la position prédite. Chaque morceau de données, même ambigu, affine la carte. Les deux candidats ont donné aux chercheurs une région plus spécifique sur laquelle se concentrer et une justification scientifique concrète pour demander du temps sur des instruments plus puissants. Le plus puissant de ces instruments était le télescope spatial James Webb, le plus grand et le plus sensible observatoire spatial jamais lancé. Les capacités infrarouges de Webb étaient extraordinaires, et un objet de la taille de la planète 9, à la distance prédite, pourrait en principe être détecté si le télescope était pointé au bon endroit. Mais c'était bien là le problème. Webb ne balaie pas le ciel. Il regarde des cibles spécifiques. Le diriger vers une grande région de recherche non définie n'est pas une stratégie. Il faut savoir où regarder, avec une précision bien plus grande que ce que les modèles existants pouvaient fournir seuls. Les candidats d'Akari offraient un point de départ, pas une adresse confirmée, mais un quartier rétréci. Et dans une recherche de milliards de kilomètres, rétrécir le quartier est tout. Les signaux avaient été détectés. Mais ils n'avaient pas été expliqués. Et la question suivante n'était pas de savoir si la planète 9 était assez chaude pour être trouvée. C'était de savoir si l'endroit d'où provenaient les signaux était cohérent avec tout le reste que les modèles prédisaient. C'est ici que l'histoire a pris une tournure inattendue, car une découverte plus récente allait révéler quelque chose qui rendrait cette énigme encore plus intéressante et beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi chaque quête a un moment où les preuves cessent de s'accumuler proprement dans une seule direction et commencent à repousser. Pour la planète 9, ce moment est venu sous la forme d'un seul objet gelé flottant silencieusement dans le système solaire extérieur. Un objet dont l'orbite est presque trop propre, trop stable et trop intacte pour s'intégrer confortablement dans un système solaire avec une planète géante cachée à proximité. Le nom de l'objet est 2023 KQ14 et il appartient à une catégorie rare de corps appelée Sednoïdes. Ce nom vient de Sedna, un grand monde rougeâtre
qui a stupéfié les astronomes lorsqu'il a été découvert en 2003. L'orbite de Sedna ne s'approche jamais assez de Neptune pour que la gravité de cette dernière l'y ait placé, et il vit dans une région si éloignée, complètement hors de portée de Neptune, que presque rien dans le modèle standard de formation du système solaire ne peut expliquer comment un objet y est arrivé. Trouver Sedna fut le premier indice que quelque chose dans le système solaire extérieur lointain faisait un travail que nos modèles ne prenaient pas en compte. 2023 KQ14 va encore plus loin. Son approche la plus proche du Soleil est à 6 milliards de kilomètres, plus de 2 fois la distance orbitale de Neptune. Même à son point le plus proche, il traverse une région si froide et lointaine que le Soleil n'apparaîtrait comme rien de plus qu'une étoile brillante au zénith. Et toute son orbite se déroule dans une zone d'isolement gravitationnel quasi totale. Neptune ne peut pas le toucher. Jupiter ne peut pas le toucher. Et rien dans le système solaire connu n'a d'effet significatif sur lui. Mais ce n'est pas seulement la distance qui a attiré l'attention des astronomes. Ce qui était vraiment choquant, c'était sa stabilité. L'orbite de 2023 KQ14 est extraordinairement lisse. C'est un chemin propre et prévisible, sans oscillation ni dérive accumulée, ne portant aucune trace de millions d'années de coups de pouce gravitationnels répétés. Il se déplace comme un objet se déplace quand il n'y a rien de grand à proximité qui le pousse constamment. C'est là que commence la tension avec la planète 9. Car une planète 10 fois plus massive que la Terre ne contient pas proprement son influence gravitationnelle. La gravité s'étend dans toutes les directions, s'affaiblissant avec la distance, mais ne s'arrêtant jamais. Sur des millions d'années, un objet flottant à quelques milliards de kilomètres de la planète 9 aurait accumulé des perturbations dans son orbite, petite au début, mais se transformant en quelque chose de mesurable sur des échelles de temps géologiques. Mais l'orbite de 2023 KQ14 ne montre rien de tout cela. Elle ressemble à un objet qui a passé toute son existence loin de tout ce qui est assez grand pour laisser une marque sur lui. Cela n'élimine pas la planète 9, mais cela la contraint de manière significative. Si l'orbite de la planète cachée passait près de la région où 2023 KQ14 voyage, la preuve serait inscrite dans cette orbite. Maïs, elle ne l'est pas, ce qui signifie soit que la planète 9 est plus éloignée que le premier modèle ne le suggérait, soit que son chemin orbital traverse une partie complètement différente du système solaire extérieur. La planète est repoussée plus profondément, la région de recherche se déplace et la carte est redessinée. C'est comme suivre un gros animal dans la forêt en regardant les dégâts qu'il laisse. Des branches cassées, un sol perturbé, des marques sur l'écorce des arbres. Si vous trouvez une zone où les arbres sont complètement intacts, vous ne concluez pas que l'animal n'existe pas. Vous concluez simplement qu'il n'est pas passé par cette parcelle de forêt particulière. 2023 KQ14 est cette forêt intacte. Elle vous dit où la planète 9 n'est probablement pas que la planète 9 n'est nulle part. Et c'est ce qui fait de 2023 KQ14 plus qu'une simple complication. Elle ajoute aussi sa propre pièce de preuve à l'image plus large. Car malgré son orbite intacte, la direction qu'elle indique dans l'espace se trouve toujours dans la même famille d'orientation qui a motivé l'hypothèse de la planète 9 en premier lieu. Ce modèle de regroupement, qui a lancé toute la recherche, inclut toujours des objets comme celui-ci et son orientation correspond. Il dit simplement aux chercheurs que la planète responsable doit être positionnée plus soigneusement que les premiers modèles ne l'avaient supposé. C'est ainsi que la science progresse réellement, pas en ligne droite, mais dans un dialogue constant entre prédiction et contrainte. Ces nouvelles découvertes et contraintes ont forcé les scientifiques à réfléchir non seulement à l'emplacement de la planète 9, mais aussi à ce qu'elle pourrait être. Car à mesure que les preuves continuaient de s'accumuler, certains ont commencé à poser une question beaucoup plus étrange. Et si ce que nous cherchons n'est pas une planète? Alors, quel est le mécanisme derrière tout ça? Comment ces objets découverts dans le système solaire extérieur, ces signaux étranges et cette stabilité apparemment impossible, s'assemblent-ils pour raconter une seule histoire? Ralentissons un peu le rythme des découvertes choquantes
et plongeons plus profondément dans la technique, la physique et les théories alternatives derrière ce jeu de détective cosmique colossal. Car tout est bien plus complexe que la simple présence ou absence d'une planète. C'est une danse subtile de probabilités et d'impossibilités. Tout d'abord, l'existence d'objets comme 2023 KQ14 fournit les preuves les plus solides de là où la planète 9 ne peut pas être. C'est un mécanisme de contrainte. Pensez-y comme si vous cherchiez un animal grand et dangereux dans la forêt. Vous vous attendez à trouver des branches cassées et des empreintes partout. Mais alors, vous trouvez un bosquet intact où pas un seul arbre n'a été renversé, où le sol est complètement intact. Cela ne signifie pas que l'animal n'existe pas, mais cela signifie qu'il n'est pas passé par ce bosquet. L'orbite de 2023 KQ14 est ce bosquet intact. Sur des millions d'années, la gravité d'une planète de 10 masses terrestres aurait laissé des effets faibles mais cumulatifs sur tout objet passant à proximité. Elle aurait légèrement tiré sur son orbite, changé son inclinaison, la forçant à osciller en quelque sorte. Mais il n'y a aucune trace de cette oscillation dans l'orbite de 2023 KQ14. C'est pourquoi nous savons que l'orbite de la planète 9 ne passe pas près du chemin de cet objet. Cette simple observation nous oblige à redessiner la carte de recherche. Elle pousse la planète plus loin, dans une région complètement différente du système solaire. Cela rend la recherche plus difficile, mais aussi plus précise, car maintenant, nous savons où ne pas regarder. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car certains scientifiques ont commencé à poser une question beaucoup plus radicale. Et si ce que nous cherchons n'est pas une planète? Cette question nous amène à l'un des coins les plus étranges et les plus ahurissants de la science. Car en 2019, 2 chercheurs de Harvard ont publié un article qui a fait réfléchir tout le monde. Leur proposition était la suivante. Toutes ces anomalies gravitationnelles dans le système solaire extérieur, le regroupement orbital, l'inclinaison de 6 degrés du Soleil, les sédnoïdes, tout cela pourrait être créé non pas par une planète cachée, mais par un trou noir primordial. Un petit trou noir ancien, formé dans les premières secondes après le Big Bang, qui a dérivé dans la galaxie pendant des milliards d'années et a été capturé par la gravité de notre système solaire il y a très longtemps, et qui se trouve maintenant silencieusement dans l'obscurité extérieure. La masse requise pour créer les effets observés devrait être comprise entre 5 et 10 masses terrestres, et un trou noir portant autant de masse aurait à peu près la taille d'un pamplemousse. Pas une planète de la taille d'un pamplemousse, une singularité de la taille d'un pamplemousse. Un point de densité si extrême que même la lumière ne peut s'échapper de sa surface. Un objet portant la masse de près de 10 terres, comprimé dans une sphère que vous pourriez tenir dans une seule main. La raison pour laquelle cette théorie est scientifiquement légitime est simple. La gravité ne se soucie pas de la forme de sa source. À longue distance, un trou noir de 10 masses terrestres et un géant de glace de 10 masses terrestres attirent les objets qui les entourent de manière totalement identique. Le regroupement orbital, l'inclinaison solaire de 6 degrés, les sédnoïdes stables pointant vers une source invisible. Tout cela aurait l'air exactement pareil, que la cause soit une planète ou un trou noir de masse égale. Toutes les preuves indirectes recueillies au cours de la dernière décennie sont cohérentes avec les 2 possibilités en même temps. La différence n'apparaît que lorsque vous essayez d'observer directement l'objet, une planète, aussi sombre et froide soit-elle, a une surface. Elle réfléchit une certaine quantité de lumière solaire, aussi faible soit-elle, et émet sa chaleur interne sous forme de lueur infrarouge. Ces signaux sont extrêmement faibles à la distance prédite de la planète 9, mais ils existent et sont de véritables émissions physiques que des instruments sensibles peuvent en principe détecter. C'est toute la base de la recherche infrarouge d'Akari. Mais un trou noir n'a rien de tout cela. Il n'a pas de surface à réfléchir, pas de structure interne générant de la chaleur. D'un point de vue observationnel, c'est l'objet le plus sombre possible dans l'univers et il est complètement invisible à toutes les méthodes de détection sur lesquelles les recherches de planètes
repose. Alors comment le trouver? La méthode la plus prometteuse consiste à observer ce qui se passe lorsque de la matière tombe vers le trou noir. Même dans le quasi-vide du système solaire extérieur, de petites quantités de poussière et de gaz dérivent dans l'espace et de temps en temps, une partie de cette matière s'approche suffisamment pour être capturée et aspirée. En spiralant vers l'horizon des événements, elle est comprimée et chauffée à des températures extrêmes, émettant une brève bouffée de rayonnement à haute énergie avant de franchir le point de non-retour. Dans les environnements denses des centres galactiques, ce processus, appelé accrétion, produit une luminosité spectaculaire, visible à des milliards d'années-lumière. Dans le système solaire extérieur froid et presque vide, le même processus produirait quelque chose de si faible qu'il serait presque indétectable. Maïs, faible n'est pas la même chose que zéro. Une deuxième méthode de détection est la lentille gravitationnelle. Lorsqu'un objet massif passe entre la Terre et une étoile de fond lointaine, sa gravité courbe la lumière de l'étoile autour de lui, provoquant un bref éclaircissement de l'étoile tel que vu de notre position. C'est ce qu'on appelle la micro-lentille, et c'est une technique bien établie déjà utilisée pour rechercher des objets compacts sombres dans la galaxie. Un trou noir primordial, dérivant lentement dans le système solaire extérieur, produirait des événements de micro-lentilles en passant devant les étoiles de fond. Rares, brefs et faibles, mais théoriquement détectables par des relevés déjà en cours. Si un tel événement était observé dans la région du ciel prédite et qu'aucun objet visible n'était trouvé à l'emplacement de la lentille, un trou noir primordial deviendrait presque instantanément un candidat. Sérieux, mais ces deux méthodes de recherche redoutables et incroyablement difficiles nous ramènent au problème le plus fondamental. Quelle est la solidité de la preuve initiale sur laquelle repose toute cette recherche? Et si ce premier modèle de regroupement n'était qu'une illusion statistique? C'est cette question qui a porté un coup qui a ébranlé toute la recherche à ses fondations, car le cas de la planète 9 repose sur un motif. L'alignement de 6 objets gelés distants dans la même direction, inclinés au même angle, regroupés d'une manière trop précise pour être aléatoires. Ce motif a guidé les modèles. Les modèles ont guidé les prédictions, et les prédictions ont guidé une décennie de recherche. Mais un motif n'est fiable que dans la mesure où les données à partir desquelles il est dessiné le sont. Et les données, il s'est avéré, avaient un problème. Les astronomes n'étudient pas le ciel comme une caméra de sécurité couvre une pièce. De manière égale, continue et sans préférence. Les télescopes sont dirigés vers des régions spécifiques pour des raisons spécifiques. Les programmes de recherche ont des contraintes de temps et des limites de sensibilité, et certaines orientations orbitales sont plus susceptibles d'être découvertes en fonction de l'endroit où les recherches ont été menées, et des seuils de luminosité auxquels les instruments fonctionnaient. Le terme technique pour cela est biais d'observation, et c'est l'une des sources d'erreurs les plus persistantes en astronomie. Les 6 objets qui ont lancé l'hypothèse de la planète 9 n'ont pas été trouvés par un relevé du ciel parfaitement uniforme. Ils ont été découverts par morceaux lors d'observations motivées par d'autres objectifs scientifiques en utilisant des équipements avec des limites de sensibilité non uniformes sur tout le ciel. L'échantillon était petit et les recherches qui l'ont produit n'avaient pas été conçues avec l'objectif principal d'éviter les biais. C'est pourquoi, en 2019, une équipe de recherche a publié une étude qui appliquait une correction statistique directe pour ce problème exact. Leurs résultats étaient sévères. Une fois pris en compte le fait que certaines orientations orbitales étaient plus susceptibles d'être découvertes compte tenu de l'endroit et de la manière dont les recherches fonctionnaient réellement, le regroupement apparent entre les objets distants a largement disparu. Les 6 aiguilles de boussole, qui semblaient pointer vers le nord en partie parce que les recherches avaient principalement regardé dans cette direction. Diriger la recherche vers une autre partie du ciel, et différents objets pointant dans différentes directions auraient été trouvés. Selon cette lecture, le motif n'était pas un signal d'une planète cachée,
C'était une ombre créée par une recherche incomplète. Si cette analyse est correcte, il n'y a pas d'anomalie à expliquer. Le système solaire extérieur se comportait comme une région vide et non organisée devrait se comporter, et le regroupement orbital n'est pas le reflet de ce que le système solaire contient réellement, mais un artefact de la manière dont les humains effectuent des recherches. Dans ce scénario, la planète 9 n'était qu'une illusion statistique, une illusion assez convaincante, mais le camp de la planète 9 a riposté. Patty Jean et Brown ont soutenu que même lorsque les corrections de biais étaient correctement appliquées, un signal de regroupement statistiquement significatif survivait. Ils ont reconnu que le motif s'affaiblissait sous la correction, mais il ne disparaissait pas, et le signal résiduel qui persistait nécessitait une explication que le hasard ne pouvait pas confortablement fournir. Le débat qui a suivi n'était pas un désaccord académique poli, c'était un véritable désaccord scientifique entre des chercheurs rigoureux, appliquant différentes méthodologies aux mêmes données de base et arrivant à des conclusions significativement différentes. Et ce désaccord n'est pas résolu. Différentes équipes, utilisant différentes méthodes de correction de biais, continuent d'obtenir des réponses différentes. Certaines trouvent un signal de regroupement résiduel qui nécessite une explication, tandis que d'autres trouvent que le signal se dissout presque entièrement lorsque les empreintes d'observation du relevé sont correctement prises en compte. Le résumé honnête de l'état actuel du domaine est que la base statistique de l'hypothèse de la planète 9 est contestée, non pas réfutée, non pas confirmée, mais véritablement incertaine d'une manière que l'article de 2016 n'avait pas tout à fait prévue. Ce que cela signifie en pratique, c'est que l'ensemble du dossier basé sur des preuves indirectes, regroupement orbital, inclinaison solaire, sédnoïde, orbite rétrograde, porte un astérisque. Chaque élément de preuve est réel dans le sens où les observations elles-mêmes sont réelles. Mais si ces observations reflètent un véritable motif dans le système solaire, ou un motif dans la façon dont les astronomes explorent le système solaire, est une question à laquelle les données actuelles ne peuvent pas répondre de manière définitive. L'outil utilisé pour dessiner la carte peut être introduit des distorsions dans la carte elle-même. Ce n'est pas un échec de la science. C'est la science qui fonctionne exactement comme elle le devrait. Une hypothèse fait des prédictions. Ces prédictions attirent l'examen. L'examen révèle des faiblesses, et les faiblesses exigent de meilleures données. C'est pourquoi toutes ces discussions, théories et contre-théories, pointaient vers une seule solution finale. Une seule chose était nécessaire, un outil qui changerait tout, mettrait fin au débat et révélerait la vérité, un œil qui pourrait voir le ciel comme jamais auparavant. Et cet œil était sur le point de s'ouvrir dans les montagnes du Chili. Toute la trajectoire du débat sur la planète 9 progressait vers une seule conclusion, un relevé du ciel suffisamment complet et sans biais pour tester le modèle de regroupement par rapport à un ensemble de données complet et uniformément échantillonné. Un relevé qui ne regarde pas plus dans une direction qu'une autre, qui couvre tout le ciel avec la même profondeur et la même sensibilité partout. Ce relevé est maintenant en service. L'observatoire Vera Rubin, au Chili, a commencé ses opérations scientifiques complètes en 2025 et sa conception est presque parfaitement adaptée pour résoudre ce débat particulier. Toutes les quelques nuits, sa caméra massive photographie tout le ciel accessible. Les mêmes parcelles sont visitées encore et encore, avec le même instrument, sous une stratégie d'observation cohérente qui ne favorise pas une orientation orbitale par rapport à une autre. Une fois que le catalogue des objets lointains du système solaire extérieur sera suffisamment grand, et il sera beaucoup plus grand que toutes les recherches précédentes, le modèle de regroupement passera ou ne passera pas le test statistique. Il n'y aura aucune ambiguïté sur la portée de la recherche et aucun débat sur l'application correcte des corrections de biais. Les données seront aussi propres que l'astronomie au sol peut les produire. Si le regroupement survit, si les orbites alignées restent statistiquement significatives dans un ensemble de données créées sans les effets de sélection qui ont tourmenté les recherches précédentes, il devient considérablement plus difficile de rejeter le cas de la planète 9
Et les sceptiques auront été répondus selon leurs propres termes. Si le regroupement se dissout, si le motif se résout en aléatoire lorsqu'il est mesuré par rapport à un ciel complet et sans biais, alors le domaine devra faire face à un bilan. Une décennie de modèles, de prédictions et de recherches devra être fondamentalement réévaluée. Les deux résultats font avancer la science. C'est la marque d'un test bien conçu. Il ne peut pas produire un résultat inutile. Une détection confirme le motif. Une non-détection clarifie la situation. Et les deux réponses se sont avérées précieuses. Les deux réponses étaient attendues depuis longtemps. Et pour la première fois dans l'histoire de cette recherche, l'instrument qui pourrait fournir l'une d'entre elles est déjà allumé et observe le ciel. Mais, au milieu de toutes ces discussions techniques et de ces batailles statistiques, il est facile d'oublier ce qui est vraiment excitant. L'observatoire ne teste pas seulement une théorie, il cherche quelque chose de réel, de tangible, qui est là. Alors que se passe-t-il s'il le trouve? Que se passera-t-il quand ce moment arrivera? Et maintenant vient le vrai miracle, car toutes ces preuves indirectes, ces statistiques contestées, ces candidats infrarouges et ces théories concurrentes progressaient depuis 10 ans vers une seule chose, un seul moment. Ce moment où un instrument, une recherche et une fenêtre de temps aussi courte que celle depuis laquelle les gens ont commencé cette recherche se sont réunis, le moment où la réponse a cessé d'être une théorie pour devenir une image. Ce moment est arrivé, ce moment est ici. Ce moment, c'est l'observatoire Vera-Rubin. Chaque recherche atteint finalement un moment de bilan. Pas le moment où la réponse arrive, mais le moment où les outils atteignent enfin le niveau du problème. Pour la planète 9, ce moment n'approche pas. Il est arrivé. L'observatoire Vera-Rubin est situé dans les montagnes du nord du Chili, à une altitude d'environ 2700 mètres. De cette altitude, au-dessus d'une partie importante de l'humidité déformante de l'atmosphère, sa vue sur le ciel austral est exceptionnelle. Le télescope lui-même n'est pas le plus grand jamais construit. Il y a des miroirs qui l'éclipsent. Mais, ce qui rend Rubin unique, c'est sa caméra. La plus grande caméra astronomique numérique jamais construite. Elle capture des images à une résolution si élevée qu'une seule image remplirait des milliers d'écrans d'ordinateurs standards. Elle recueille la lumière si efficacement qu'elle peut détecter des objets 100 fois plus faibles que tout ce qui est visible à l'œil nu dans des conditions parfaites. Et elle le fait non pas en regardant une seule cible pendant des centaines d'heures, mais en se déplaçant, elle couvre tout le ciel accessible, toutes les quelques nuits, construisant une base de données de chaque point de lumière visible depuis ce sommet de montagne, revenant aux mêmes parcelles de ciel, encore et encore au cours, d'un programme de 10 ans appelé Legacy Survey of Space and Time. C'est exactement ce dont la recherche de la planète 9 avait besoin depuis le début, pas plus de puissance dirigée vers un seul emplacement prédit, mais un balayage systématique et sans biais de tout le ciel. La même profondeur partout, la même sensibilité partout, la même fréquence de revisite partout. Chaque image est automatiquement comparée à la précédente. Chaque point de lumière qui a changé de position entre les visites est signalé pour un suivi. Le biais de sélection qui a sapé les recherches précédentes, le problème de regarder plus dans certaines directions que d'autres, est structurellement éliminé par un télescope qui ne favorise pas le ciel. C'est une révolution. C'est la réécriture de la façon dont l'astronomie est faite. Et c'est une machine parfaite pour trouver un monde caché. Les prédictions de la communauté des sciences planétaires sont spécifiques. Si la planète 9 existe n'importe où dans sa plage orbitale prédite et n'est pas actuellement positionnée directement derrière les champs d'étoiles les plus denses de la Voie lactée, le relevé de Rubin devrait la trouver au cours de sa durée de vie de 10 ans. Certaines prédictions sont plus optimistes que cela. Si la planète se trouve dans une région du ciel déjà couverte par les premières observations du relevé, une détection pourrait arriver dans les 2 ou 3 premières années. Le relevé a commencé ses opérations scientifiques complètes en 2025 et le compte à rebours a déjà commencé. Il est difficile de saisir pleinement ce que signifierait une détection confirmée. Une 9e planète. Une super-Terre située dans notre propre système solaire.
non détectée pendant toute l'histoire de l'astronomie humaine, finalement trouvée par une caméra dans les montagnes chiliennes, photographiant le ciel un mardi soir silencieux. Cette annonce serait la plus grande annonce en sciences planétaires d'une génération. Ses implications seraient plus grandes que la découverte de n'importe quelle exoplanète, car c'est la nôtre. Elle appartient au même système solaire que la Terre, formée à partir du même nuage de gaz et de poussière, et elle était là depuis le début. La réaction scientifique immédiate serait une réorganisation complète. Chaque observatoire, avec des capacités pertinentes, réorienterait ses ressources vers l'emplacement confirmé et le télescope spatial James Webb serait pointé dessus en quelques semaines, créant le premier portrait infrarouge détaillé d'un monde qui a existé dans l'obscurité totale et l'anonymat total pendant 4-5 milliards d'années. Les télescopes au sol des deux hémisphères commenceraient le long processus de cartographie précise de son orbite, de mesure de sa taille et d'étude de sa composition atmosphérique à partir des faibles empreintes spectrales qu'elle porte sur des milliards de kilomètres. Un nouveau chapitre de la science du système solaire s'ouvrirait du jour au lendemain. Ce ne serait pas seulement trouver un objet, ce serait redéfinir notre place chez nous, ce serait redessiner la carte de notre quartier cosmique, et cela changerait tout. La découverte forcerait également une réécriture fondamentale de la façon dont nous comprenons la formation du système solaire. Les modèles actuels décrivent un système solaire avec 4 planètes intérieures rocheuses et 4 géantes extérieures, disposées par une séquence spécifique d'interactions gravitationnelles et de migration. La planète 9 ne rentre pas dans cette image. C'est une 5e géante que les modèles n'ont pas prédite et n'accueillent pas actuellement. Son existence signifierait que le jeune système solaire était plus chaotique, plus peuplé et plus violent que n'importe quel manuel ne le décrit actuellement. Et le modèle de Nice, qui explique l'agencement actuel des planètes géantes, devrait être reconstruit à partir de zéro autour d'un 5e joueur qui a finalement été éjecté du jeu. Et puis, il y a ce que sa découverte signifierait pour notre compréhension des autres systèmes solaires. Le type de planète le plus courant trouvé autour d'autres étoiles est une super-Terre, un monde avec une masse entre celle de la Terre et de Neptune, qui était curieusement absent de notre propre système solaire, à la grande surprise des astronomes depuis des années. La planète 9, si elle est confirmée, serait notre super-Terre. La planète qui aurait dû combler cette lacune dans notre alignement, non pas sur une orbite confortable près du Soleil, mais assise dans l'obscurité la plus extérieure, exilée par une rencontre gravitationnelle dont elle n'a jamais pu s'échapper. Notre système solaire ne serait pas inhabituel pour ne pas avoir de super-Terre. Il serait inhabituel pour en avoir perdu une si complètement que l'humanité a mis jusqu'au 20 et 1e siècle pour trouver les preuves qu'elle a laissées derrière elle. Ce ne serait pas seulement trouver une planète, mais un frère perdu. Ce serait compléter la photo de famille. Et cela nous rappellerait une fois de plus à quel point l'univers est grand, étrange et inexploré. Mais le relevé de l'observatoire Rubin porte une 2e issue possible, tout aussi importante et considérablement plus troublante. Si le programme complet de 10 ans se termine, couvrant la région de recherche prédite, et que rien ne revient, pas une faible tache infrarouge dérivant lentement, pas un objet faible se déplaçant dans la bonne plage orbitale, pas un candidat qui échappe au suivi, alors ce silence sera une réponse en soi. Cela signifiera que les anomalies orbitales qui ont lancé toute cette recherche ne proviennent pas d'une planète cachée. Et le regroupement, l'inclinaison solaire, les sédnoïdes, les orbites rétrogrades sont tous réels, tous inexpliqués et aucun n'est attribuable à une 9e planète. Quelque chose d'autre est responsable. Ce quelque chose d'autre pourrait être la masse dispersée de millions de petits corps non détectés dans le système solaire extérieur. Leur gravité combinée pourrait imiter l'effet d'une seule grande planète. Ce pourrait être un trou noir primordial, invisible à toutes les méthodes de détection que le relevé utilise, identifiable uniquement par de rares événements de lentilles gravitationnelles que seules des recherches dédiées pourraient capturer sur des décennies.
Ou ce pourrait être quelque chose de plus fondamental, un signal que les lois de la gravité elles-mêmes se comportent différemment aux distances extrêmes et aux accélérations faibles et évanescentes du système solaire extérieur lointain. Un vide dans la physique qu'aucune planète supplémentaire, aussi grande ou lointaine soit-elle, ne pourrait combler. 2 signaux infrarouges se trouvent inexpliqués dans une archive. Des dizaines de mondes gelés pointent vers la même région vide du ciel, et le système solaire est incliné de 6 degrés par rapport à là où il devrait être. Quelque chose là, dehors, laisse des traces depuis 4 milliards d'années, et l'observatoire Rubin photographie cette région du ciel en ce moment même, ce soir, construisant l'ensemble de données qui forcera enfin une réponse. Que cette réponse soit un monde caché ou un trou dans notre compréhension de la réalité, cela sera bientôt révélé. Mais, quelle que soit l'une de ces 2 possibilités, une chose est certaine, ce sera l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Et tout commence maintenant, car là où les signaux nous mènent, pourrait être bien plus qu'une planète. Cela pourrait nous mener aux secrets les plus profonds de l'univers. Et si ce qui se cache derrière ces signaux était quelque chose d'encore plus étrange qu'une planète et une théorie du trou noir? Et c'est pourquoi les scientifiques sont maintenant confrontés aux possibilités les plus effrayantes, les plus impensables, car là où les signaux nous mènent est bien au-delà d'une simple découverte de planètes. C'est une remise en question du tissu le plus fondamental de l'univers, de la réalité elle-même, et chaque étape de cette interrogation est plus choquante, plus incroyable et plus terrifiante que la précédente, car chaque nouvelle pièce de preuve, au lieu de résoudre l'énigme, l'agrandit, la rend plus impossible. Ce n'est pas seulement une recherche de planètes, c'est la chasse d'un monstre qui repousse les limites de notre esprit, et la chasse entre maintenant dans sa phase la plus dangereuse, la plus imprévisible, car les preuves nous poussent non pas dans une seule direction, mais sur de multiples chemins contradictoires, chacun plus bouleversant que l'autre. Voici la première onde de choc, l'orbite impossible, 2023 KQ14. Ce nom pourrait entrer dans l'histoire de l'astronomie comme un paradoxe, un objet qui ne devrait pas exister. Mais il est là, flottant dans le vide froid et sombre, et son existence remet tout en question sur la planète 9, car l'orbite de cet objet est lisse comme un morceau de verre, intacte depuis des milliards d'années, comme la preuve qu'aucune grande masse n'est passée à proximité. Son point le plus proche du Soleil est même à 6 milliards de kilomètres. C'est plus de 2 fois la distance de Neptune. À cette distance, le moindre murmure gravitationnel d'une planète de 10 masses terrestres aurait laissé des cicatrices profondes sur cette orbite en des millions d'années. Mais il n'y a pas de cicatrices. Rien. Cela aurait dû être la preuve la plus solide que la planète 9 n'existe pas. Cela aurait dû clore l'affaire. Pourtant, non. Car c'est là que la vraie folie commence. L'orientation dans l'espace de cet objet incroyablement stable, 2023 KQ14, était alignée avec celle des 6 premiers objets. Alors que son orbite criait « La planète 9 ne peut pas être ici », sa direction murmurait « La planète 9 doit être exactement là. Comment est-ce possible ?» C'est comme trouver sur une scène de crime une note dans la main de la victime écrivant le nom de son propre assassin et en même temps un alibi parfait prouvant que l'assassin n'a jamais été dans cette ville. Les preuves se contredisent, et cette guerre nous dit ceci. Les règles du jeu que nous pensions comprendre sont fausses. L'existence de cet objet montre soit que l'orbite de la planète 9 est beaucoup plus étrange, beaucoup plus exotique que nous l'imaginions, soit que de multiples forces mystérieuses façonnent le système solaire, extérieur en même temps. Cette découverte a provoqué un tremblement de terre dans le monde scientifique. Elle a brisé les modèles. Elle a complètement redessiné la carte de recherche. Nous ne cherchons plus seulement une planète. Nous essayons de résoudre un paradoxe. Et ce paradoxe nous a conduit à une possibilité encore plus sombre. Mais si ce que nous cherchons n'est pas une planète? Et si ce que nous cherchons est un fantôme aussi vieux que l'univers lui-même? C'est la proposition venue de Harvard,
qui a fondamentalement secoué le monde scientifique. Un trou noir primordial. Ces deux mots transforment toute l'histoire en un thriller de science-fiction. Un résidu né dans la première seconde après le Big Bang, à l'instant le plus dense, le plus chaotique de l'univers, 5 à 10 masses terrestres. Mais toute cette masse, comprimée à la taille d'un pamplemousse. Une singularité, un point d'infinité. Il a flotté silencieusement entre les galaxies pendant des milliards d'années et a été capturé un jour par notre système solaire. Maintenant, il est là, dehors, dans le noir, gérant tout en orbite, mais, lui-même, est complètement invisible. C'est la possibilité la plus terrifiante que nous ayons jamais rencontrée, car si c'est vrai, nous ne le verrons peu, être jamais directement. Il n'émet pas de lumière, il n'émet pas de chaleur, il ne réfléchit pas. C'est le fantôme parfait de l'univers. Le seul moyen de le trouver est de capturer des événements incroyablement rares, comme la micro-lentille, ou de détecter cette minuscule bouffée de rayonnement, le dernier cri d'un grain de poussière tombant dans son horizon des événements. Ce n'est pas chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est comme essayer de trouver un seul atome dans une galaxie. Et savez-vous quelle est la partie la plus effrayante ? Toutes les preuves correspondent. Le regroupement orbital, l'inclinaison de 6 degrés du Soleil, les orbites stables des sédnoïdes, tout cela ne fait aucune distinction entre une planète de 10 masses terrestres et un trou noir de 10 masses terrestres. La gravité ne se soucie pas de la forme de sa source. C'est pourquoi toutes les pistes que nous suivons depuis 10 ans pourraient nous mener à 2 monstres différents en même temps. L'un, un géant de glace perdu, l'autre, un prédateur incroyablement dense datant du début des temps. L'observatoire Vera-Rubin peut trouver une planète, mais il ne peut pas trouver un trou noir. C'est pourquoi, si sa recherche revient vide, cela ne signifie pas que la planète 9 n'existe pas. Cela signifie que notre pire cauchemar pourrait être réel, et juste au moment où vous pensiez que c'était le pire, l'histoire devient encore plus folle. Car un groupe de scientifiques a posé la question la plus fondamentale. Et si les indices que nous suivons étaient faux depuis le début, et si tout ce motif n'était qu'une illusion, c'est la théorie du biais d'observation, et elle a le potentiel de retirer le tapis sous les pieds de toute la recherche. L'idée est simple mais dévastatrice. Pourquoi avons-nous trouvé ces 6 premiers objets alignés dans la même direction ? Parce que nos télescopes regardaient principalement dans cette direction. C'est comme chercher ces clés sous un lampadaire qui n'éclaire que vers le nord. Lorsque vous trouvez les clés, pensez-vous qu'elles n'existent que dans le nord, ou les avez-vous trouvées simplement parce que vous avez cherché là ? Cette théorie prend cette probabilité impossible de 1 sur 14 000 et la transforme en un artefact statistique. Le motif n'est pas dans le système solaire. Le motif est dans nos données, dans nos méthodes de recherche. Cela a déclenché une guerre civile dans le monde scientifique. D'un côté, il y a des chercheurs comme Batygin et Brown qui voient un signal réel dans le motif. De l'autre, il y a les sceptiques qui voient un fantôme, une ombre dans les données. Et ce débat est toujours en cours. C'est une crise plus profonde que l'existence ou non de la planète 9. C'est une crise du processus scientifique lui-même. Si même nos meilleures données, nos esprits les plus brillants, ne peuvent pas distinguer un signal réel d'une illusion, alors en quoi pouvons-nous avoir confiance ? Cette possibilité peut être la plus effrayante, car cela signifie qu'il n'y a pas de monstre là, dehors. Cela signifie que le monstre est notre propre reflet dans le miroir. Une décennie de recherche, des centaines d'articles, des milliers d'heures de temps de télescope. Tout ça à la poursuite d'une erreur statistique. C'est pourquoi tout se résume à un seul moment, un seul télescope, une seule réponse. L'observatoire Vera-Rubin. Il est le juge final. Il est l'arbitre de cette guerre civile scientifique. Car il ne favorise pas le ciel. Il regarde dans toutes les directions avec la même sensibilité, sans biais, systématique, implacable. Lorsque sa mission de 10 ans sera terminée, il y a 2 possibilités, seulement 2, et toutes 2 changeront notre monde. Première possibilité, il trouve le motif. Le regroupement, malgré tous les tests statistiques, est là, brillant dans les données.
Cela détruit l'argument des sceptiques, et cela rend l'existence de la planète 9 presque certaine. Alors la recherche passe de la question « existe-t-elle ?» au moment « elle est là ?» et l'humanité découvre un nouveau monde dans sa propre maison. Deuxième possibilité, le motif disparaît. Vu par l'œil impartial de Rubin, ces 6 flèches se dispersent dans des directions aléatoires. Le regroupement s'évapore comme un fantôme. Cela tue la preuve principale de l'hypothèse de la planète 9. Mais cela ne résout pas le mystère. Car alors nous devons demander, et l'inclinaison de 6 degrés du Soleil, et les sédnoïdes, et ces 2 signaux infrarouges inexpliqués, ils seront toujours là. Les preuves exigeront toujours une explication. Et si la réponse n'est pas une planète, alors la réponse est soit ce trou noir invisible de la taille d'un pamplemousse, soit quelque chose d'encore plus fondamental. Peut être que la gravité ne fonctionne pas comme nous le comprenons aux plus grandes échelles. Ces 2 résultats, une planète perdue ou une fissure dans les fondations de notre réalité. Vera Rubin nous dira lequel est vrai. Mais, après toute cette vitesse vertigineuse, ces possibilités épiques, être-il temps de s'arrêter un instant et de respirer? Tous ces chiffres, tous ces télescopes, toutes ces théories. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour nous, sur ce petit point bleu pâle, que signifie que l'univers soit si grand, si mystérieux et si plein? Mais il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Car au milieu de cette vitesse vertigineuse, de ces possibilités épiques et de ce suspense cosmique, nous pouvons oublier de nous poser la question la plus fondamentale. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour nous, sur ce petit point bleu pâle, que signifie l'existence d'un monde caché dans les coins les plus reculés du système solaire ou d'un fantôme datant du début des temps? Cette recherche est plus que la simple découverte d'un corps céleste. C'est un effort pour nous voir dans le miroir de l'univers. Et ce que nous voyons lorsque nous regardons dans ce miroir est une série de paradoxes à la fois profondément troublants et incroyablement beaux. Maintenant, ralentissons un peu pour comprendre ce que cette recherche nous dit sur qui nous sommes et plongeons dans les profondeurs philosophiques de ce drame cosmique. Le premier et le plus évident des paradoxes est l'échelle. D'un côté, il y a une grandeur que les mots ont du mal à exprimer, que l'esprit peine à concevoir. Une orbite qui peut s'étendre jusqu'à 75 milliards de kilomètres. Une seule année qui dure de 10 000 à 20 000 ans, une période plus longue que toute notre histoire enregistrée, que la construction des pyramides, que l'Empire romain, que l'invention d'Internet. C'est le seul tour d'une seule planète autour du Soleil, et cette planète, à elle seule, est 10 fois plus lourde que la Terre. Nous entendons ces chiffres, mais nous ne les comprenons pas vraiment, car l'esprit humain n'est pas conçu pour traiter ce genre d'échelle. De l'autre côté, il y a nous, des créatures incroyablement fragiles, avec une espérance de vie moyenne de 80 ans, mesurant moins de 2 mètres, vivant sous une fine couche d'atmosphère sur cette planète. Pensez au nombre de générations humaines qui naîtront et mourront au cours d'une seule orbite de ce monde gelé. C'est la preuve la plus brutale, la plus claire de notre insignifiance. C'est une déclaration de la grandeur de l'univers et de notre petitesse. La réalité tragique est que nous n'irons jamais sur ce monde. Nous parlons d'un voyage de 5 millions d'années en avion de ligne. Même notre vaisseau spatial le plus rapide ne peut pas y arriver en une vie humaine. Nous ne marcherons jamais sur cette surface froide et silencieuse. Nous ne verrons jamais, de nos propres yeux, ce ciel où le soleil n'est qu'une étoile brillante. C'est comme un jouet qu'un enfant regarde derrière une vitre qu'il ne pourra jamais avoir, lointain, inaccessible, et une réalité qui nous rappelle amèrement à quel point nous sommes limités. Mais c'est là que commence la beauté du paradoxe. Car même si nous ne pourrons jamais y aller physiquement, notre esprit y est déjà. À l'intérieur de nos petits corps fragiles, nous portons une conscience capable de comprendre cet univers immense et, ahurissant, de le traduire dans le langage des mathématiques, de percer ses secrets. Nous ne pouvons pas y aller, mais nous pouvons calculer son existence. Nous ne pouvons pas le toucher, mais nous pouvons dessiner son orbite. Nous ne le voyons peu, être pas, mais nous pouvons lire les traces qu'il laisse, ses orbites déformées,
cette inclinaison de 6 degrés. Toi aussi, tu fais partie de ce paradoxe. Toi aussi, tout en étant un minuscule grain de poussière dans cet univers, tu possèdes cet esprit infini capable de le saisir. Ton corps peut être enchaîné à cette planète, mais tes pensées peuvent voyager des milliards de kilomètres jusqu'à l'orbite de ce monde gelé. C'est notre pouvoir, c'est notre miracle. Nous sommes peu, êtres physiquement insignifiants, mais notre capacité à comprendre nous rend maîtres de l'univers. Et c'est, peu, être, le sens le plus profond de l'existence, où les planètes avaient nettoyé leurs orbites, où les restes s'étaient installés, dans des régions stables, comme la ceinture, d'astéroïdes. C'était notre modèle standard. 8 planètes, sur des orbites stables, fonctionnant comme une horloge. Mais l'histoire de la planète 9 révèle un chaos profond sous la surface de ce tableau ordonné, un passé violent et une guerre secrète qui se poursuit encore. D'un côté, il y a cet ordre surprenant que nous voyons dans les objets les plus éloignés. L'alignement de ces 6 objets est comme une chorégraphie trop précise pour être une coïncidence. Les orbites lisses et stables des sédnoïdes, comme 2023 KQ14, indiquent un équilibre intact depuis des milliers d'années. Et cela suggère que le système solaire extérieur est un lieu organisé, régulé, en quelque sorte nettoyé par une main invisible. Mais, de l'autre côté, il y a le chaos incroyable nécessaire pour que cet ordre existe. La planète 9 elle-même, si elle existe, est un réfugié d'une période violente du jeune système solaire. Un orphelin né un jour parmi les autres planètes géantes, mais qui a ensuite perdu une guerre gravitationnelle avec Jupiter ou Saturne et a été projeté à l'extrême limite du système dans cet exil froid. L'inclinaison de 6 degrés du système solaire est comme une cicatrice de cette ancienne guerre. Elle montre que tout le système est encore incliné en mémoire de cet événement violent survenu il y a des milliards d'années. La réalité tragique est que ce système solaire apparemment calme et paisible dans lequel nous vivons est en fait construit sur les ruines d'un champ de bataille. Nous sommes les héritiers chanceux d'un jeu de billard cosmique de plusieurs milliards d'années, une période où les planètes se sont arrachées de leurs orbites, où des mondes ont été détruits. C'est une pensée troublante, car elle nous rappelle à quel point l'ordre actuel est fragile et à quel point la nature fondamentale de l'univers est chaotique. Notre existence n'est pas une règle, c'est une exception, le résultat d'une coïncidence cosmique, mais, même dans cette tragédie, il y a une beauté, car sans ce chaos, nous ne serions pas là. Peut être que l'expulsion de la planète 9 était la dernière étape nécessaire pour que le système solaire intérieur devienne stable et que la vie puisse se développer sur Terre. Peut être que son exil était le prix de notre naissance. Cela montre à quel point l'univers est un lieu complexe et interconnecté. Un événement violent à un endroit peut créer une opportunité de vie à un autre. Toi aussi, tu vis cette danse constante entre l'ordre et le chaos dans ta propre vie. Tu fais des plans, tu essaies d'établir un ordre, mais le chaos inévitable de la vie vient toujours perturber ces plans. Mais peut être que la plus grande croissance, la plus grande créativité émerge dans ces moments de chaos, tout comme l'état ordonné actuel du système solaire est né de son passé chaotique. Cette recherche nous apprend à comprendre non seulement un ordre dans le ciel, mais aussi le chaos inévitable et même nécessaire à l'intérieur de cet ordre. Et cela nous amène au paradoxe ultime, l'espoir et le silence. Au cœur de cette recherche, il y a un espoir profond. L'espoir qu'il y ait là, dehors un autre monde comme le nôtre, un membre perdu de notre famille du système solaire. Ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est un désir plus profond, plus humain. Le désir de savoir que nous ne sommes pas seuls, l'espoir qu'il y ait de nouvelles frontières à découvrir, de nouveaux secrets à apprendre. Le balayage nocturne du ciel par l'observatoire Vera Rubin est un acte d'espoir. Chaque image, chaque point de données est un appel silencieux qui demande « Es-tu là ?» L'espoir qu'un jour, une réponse viendra à cet appel, que ce point de lumière se déplaçant lentement apparaîtra à l'écran et qu'une nouvelle page de l'histoire de l'humanité s'ouvrira. Mais, de l'autre côté de cet espoir, il y a la possibilité d'un silence écrasant
Et si Vera Rubin cherche pendant 10 ans et ne trouve rien? Et si aucune réponse ne vient jamais à cet appel? Que se passe-t-il alors? Alors, nous devrons faire face à la possibilité que ce regroupement était vraiment une illusion statistique, que ces signaux infrarouges n'étaient que du bruit de fond, et que cette inclinaison est due à une autre, raison que nous ne comprenons pas encore. Alors, au moins en ce qui concerne une planète, la recherche sera terminée. La réalité tragique est que l'univers ne nous doit rien. Nos espoirs, nos désirs, peuvent n'avoir aucun sens dans son immense silence. Peu importe à quel point nous voulons qu'il y ait une planète là-bas, cela ne la fera pas exister. Le silence est l'état, par défaut, de l'univers. Et nous sommes des créatures bruyantes et curieuses qui cherchent un sens au milieu de ce silence. C'est une pensée qui peut briser le courage d'un homme, comme envoyer un message dans une bouteille dans un océan infini et ne jamais recevoir de réponse. Maze, une dernière fois, ce mot magique change tout, car même si la réponse est le silence, ce n'est pas un échec, car la valeur de cette recherche n'est pas seulement dans la découverte, mais dans la recherche. La recherche elle-même nous a changés. Elle nous a rendus plus intelligents, plus capables. Elle nous a appris des choses incroyables sur les régions extérieures du système solaire. Elle nous a inspirés à développer de nouvelles technologies. Elle nous a montré que nous sommes assez courageux pour faire face même aux questions les plus difficiles. Si la réponse est le silence, cela signifie simplement que nous devons passer au mystère suivant. Peut-être alors commencerons-nous à chercher un trou noir. Peut-être alors commencerons-nous à repenser la gravité. Le silence n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Toi aussi, tu vis cette tension entre l'espoir et le silence. Tu as des rêves, tu te fixes des objectifs, tu poses des questions à l'univers, parfois tu obtiens des réponses, parfois seulement le silence. Mais ce qui est important, c'est de continuer à demander, car au moment où tu arrêtes de demander, tu arrêtes aussi d'apprendre. Cette recherche nous rappelle la caractéristique la plus fondamentale de l'esprit humain. Peu importe à quel point il fait noir, à quel point il y a du silence, l'impulsion de toujours chercher la lumière, de toujours continuer à demander. Ainsi, à la fin de ce voyage philosophique, que nous reste-t-il? Une image de l'univers pleine de paradoxes entre la taille, la connaissance, la solitude, l'ordre et l'espoir. Un miroir qui nous montre à la fois à quel point nous sommes petits et insignifiants et à quel point nous sommes puissants par notre capacité à comprendre. Une leçon qui nous enseigne que chaque réponse que nous trouvons nous mène à un mystère plus profond et que ce mystère lui-même est un cadeau. Une histoire qui nous rappelle que même dans la solitude la plus profonde, il y a des connexions invisibles et que même dans le chaos, un ordre peut naître. Et une inspiration qui nous montre à quel point il est important, même face au silence le plus écrasant, d'espérer et de continuer à chercher. Nous savons maintenant qu'en cherchant la planète 9, nous ne cherchons pas seulement un corps céleste. Nous nous cherchons nous-mêmes. Nous cherchons notre place dans l'univers. Mais, malgré tout ce que cette recherche nous a appris, malgré toute cette profondeur philosophique, il reste une question sans réponse. Peut être la question la plus importante. Comment ces découvertes, ces possibilités, nous changeront-elles en tant qu'espèce? Pas seulement les scientifiques, mais nous tous. Que ferons-nous de cette connaissance? Mais ces pensées nous mènent ailleurs, car la question de ce que nous ferons de cette connaissance ne concerne pas seulement nos actions futures. Elle concerne la façon dont elles façonnent notre identité actuelle. Ces découvertes, ces possibilités, n'écrivent pas seulement le prochain chapitre de l'histoire de l'humanité. Elles nous amènent aussi à réinterpréter nos chapitres les plus anciens, nos mythes les plus fondamentaux et nos croyances les plus profondes sur nous-mêmes. Maintenant, pour comprendre comment cette recherche n'est pas seulement un voyage vers l'avant, mais aussi un voyage vers l'intérieur et vers notre passé, descendons dans la dernière couche de profondeur, philosophique. Le premier paradoxe profond que nous rencontrons est la relation entre la certitude et l'incertitude. Pendant des siècles, nous avons vu la science comme un outil qui nous donne des réponses définitives, qui résout les mystères de l'univers et qui éclaire l'obscurité de l'inconnu. Nous avons cartographié le système solaire, prédit le mouvement des planètes, dessiné une image d'un cosmos
où tout est à sa place, fonctionnant selon des règles connues, cela nous a donné un sentiment de sécurité. Cela a créé l'illusion que l'univers est un endroit compréhensible et donc contrôlable. La recherche de la planète 9 est l'un des plus grands coups portés à ce mur de certitude. Car cette recherche nous a montré que même notre réalité la plus fondamentale, notre propre système solaire, est encore pleine d'inconnus colossales. Juste au bord de notre carte, juste au-delà de tout ce que nous pensions savoir, un monde 10 fois plus grand que la Terre, où un trou noir de la taille d'un pamplemousse pourrait se cacher, et nous ne faisons que le réaliser. C'est une vérité incroyablement humiliante. La partie tragique est que nous ne reviendrons être jamais, à ce vieux sentiment de certitude. Peut être que la véritable tâche de la science n'est pas de nous dire ce que nous savons, mais de nous rappeler constamment à quel point nous ignorons de choses. Cela nous oblige à nous lever de nos fauteuils confortables et à accepter à quel point l'univers est sauvage, imprévisible et étrange. C'est vivre avec le fait qu'au prochain tournant, un nouveau monstre qui renversera toutes nos théories pourrait nous attendre. C'est une sorte de perte d'innocence intellectuelle. Mais, dans cette perte, il y a une liberté et une beauté incroyables. Car là où il n'y a pas de certitude, les possibilités commencent. Si un si grand secret peut se cacher même dans notre propre système solaire, que peut-il bien nous attendre dans le reste de l'univers ? Cela transforme l'univers d'une équation ennuyeuse et résolue en un terrain de jeu infini, avec d'infinis nouveaux mondes à découvrir et d'infinis nouveaux mystères à résoudre. L'incertitude, au lieu d'être une source de peur, devient une source d'émerveillement et de curiosité. Toi aussi, tu vis ce paradoxe dans ta propre vie. En grandissant, il y avait des règles, des croyances, des certitudes qui t'ont été enseignées. Maïs, la vie t'a montré à quel point ces certitudes sont fragiles. Cela peut être douloureux, mais cela te force aussi à tracer ton propre chemin, à trouver tes propres réponses et à créer tes propres possibilités. L'incertitude de la planète 9 nous rappelle que l'univers est encore jeune et plein de secrets. Et c'est la nouvelle la plus excitante pour une espèce qui ne fait que commencer à explorer. Cela nous amène à une autre réflexion profonde sur la nature du temps, cet équilibre délicat entre le passager et le permanent. Pensez aux échelles de temps de cette histoire. 4-5 milliards d'années. C'est l'âge du système solaire. C'est la mesure du temps que la planète 9, si elle existe, a passé en exil dans cette obscurité. Elle a vu l'ascension et la chute des dinosaures. Elle a assisté à la dérive des continents, aux âges de glace, à l'évolution de l'humanité. Pour nous, c'est une entité aussi permanente que le temps lui-même. De l'autre côté, il y a notre histoire. Cette recherche elle-même n'a duré que 10 ans. Une vie humaine, au mieux, 100 ans. Toute notre histoire enregistrée est plus courte que la seule orbite de cette planète. Nous sommes des lumières éphémères qui clignotent un instant sur cette scène cosmique. Notre existence, sur l'échelle du temps géologique, est moins qu'un clin d'œil. La réalité tragique est celle-ci, nous sommes passagers. Il y a eu des milliards d'années avant nous, et il y aura des milliards d'années après nous. Tout ce que nous faisons, chaque ville que nous construisons, chaque livre que nous écrivons, finira par disparaître dans la poussière du temps. Cela peut créer un sentiment de mélancolie pesante qui plane sur notre existence. Nous pourrions être forcés de faire face à l'inutilité ultime de nos actions. Si tout doit passer, alors à quoi bon faire quoi que ce soit ? Maïs, ce mais, encore une fois, change notre perspective, car le fait que nous soyons passagers ne signifie pas que nous sommes insignifiants. Au contraire, cela montre à quel point le temps qui nous est donné est précieux. Cette planète, qui est là depuis 4-5 milliards d'années, n'est pas consciente de sa propre existence. Elle existe simplement, mais nous, avec nos vies éphémères, pouvons penser à l'existence de cette planète. Nous pouvons la chercher. Nous pouvons raconter des histoires à son sujet. Nous sommes un moyen pour l'univers de se regarder lui-même, d'apprécier sa propre beauté et son mystère. Pour un bref instant, nous avons le privilège d'être une étincelle de conscience dans ce cosmos immense et indifférent. Et avec cette étincelle, nous pouvons laisser une trace durable.
pas physiquement mais en tant que connaissance. L'histoire de cette recherche continuera d'être racontée bien après que les scientifiques qui l'ont initiée auront quitté ce monde, tout comme nous lisons les pensées des philosophes qui ont vécu il y a des milliers d'années. Toi aussi, tu fais partie de cette chaîne. Toi aussi, tu as un temps limité sur cette terre. Cela peut être vu comme une tragédie, ou cela peut être vu comme une opportunité de rendre chaque instant, chaque expérience, chaque relation qui t'est donnée plus profonde, plus significative. Si la planète 9 nous rappelle à quel point le temps est vaste, nous lui rappelons à quel point la conscience est un joyau précieux et rare dans ce vaste temps. Et cela nous amène au paradoxe le plus intime, la dynamique entre la recherche et la découverte. Nous cherchons tous quelque chose, l'amour, le bonheur, le succès, le sens, et nous croyons souvent que nous serons heureux lorsque nous trouverons ce que nous cherchons. Nous pensons qu'en atteignant l'objectif, le voyage prendra fin et nous atteindrons un sentiment de satisfaction. La recherche de la planète 9 est aussi le reflet de ce désir humain fondamental. Trouver une planète, résoudre le mystère, terminer l'histoire. Mais, cette recherche elle-même nous enseigne que la plus grande valeur n'est être pas dans la découverte, mais dans la recherche. Imaginez que demain matin, un email arrive de l'observatoire Vera Rubin. « Nous l'avons trouvé », dit-il. Ce moment serait un moment de triomphe incroyable, l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Mais, que se passerait-il après que l'excitation initiale se soit estompée? Le mystère prendrait fin, la recherche se terminerait. Ces possibilités, ces rêves, ces « et si » seraient remplacés par une réalité froide et dure. La vérité tragique est que, lorsque nous résolvons un mystère, nous détruisons aussi un peu de sa magie. Lorsque vous grimpez au sommet d'une montagne, la vue est magnifique, mais l'excitation de la montée est terminée. La seule direction à prendre est la descente. Trouver, c'est une sorte de fin, et l'esprit humain n'aime pas beaucoup les fins. Nous cherchons toujours la prochaine montagne, le prochain mystère. Mais la beauté dans cette tragédie est exactement cela, car la recherche elle-même, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Pensez à ce qui s'est passé au cours de ces 10 années. Collaboration, rivalité, échec, petite victoire, déception, naissance de nouvelles idées. Tout ce processus a rassemblé des milliers de scientifiques, d'ingénieurs, de penseurs. Il les a forcés à penser d'une manière qu'ils n'avaient jamais envisagée auparavant. Ce voyage était bien plus riche et bien plus transformateur que la destination. Toi aussi, tu vis cela dans ta propre vie. Parfois, lorsque tu atteins un objectif, tu réalises que cet objectif ne t'apporte pas la satisfaction que tu attendais. Car le vrai bonheur était dans ce que tu as appris sur le chemin de cet objectif, dans ta croissance, dans les difficultés que tu as surmontées. La recherche de la planète 9 nous donne peu. Être la leçon la plus importante. Le sens de la vie n'est pas de trouver des réponses, mais de continuer à poser les bonnes questions. Et les plus belles questions sont celles qui ne nous mènent pas à des réponses définitives, mais à des mystères encore plus grands. Ces pensées profondes, ces voyages intérieurs, nous font mûrir en tant qu'espèce. Ils nous enseignent que notre place dans l'univers n'est pas seulement faite de coordonnées physiques, mais aussi d'une position de sens et de responsabilité. Nous apprenons à remplacer la certitude par la possibilité, la permanence par la valeur de l'instant et la découverte par la beauté de la recherche. Ce n'est pas seulement une histoire d'astronomie, c'est une histoire de croissance, à la fois individuelle et collective. Mais, malgré toute cette transformation intérieure, l'histoire doit encore avoir une fin concrète, physique, ou du moins un prochain chapitre. Lorsque nous sortons de ces profondeurs philosophiques, la question ultime nous attend toujours. Et maintenant? Où cette recherche, ces télescopes, ces théories, nous mèneront-ils finalement? Et c'est pourquoi la question de ce qui se passera ensuite nous amène à la dernière étape de ce voyage philosophique. Car là où cette recherche nous mènera finalement n'est pas seulement une coordonnée, un corps céleste ou un point de données. La destination finale de ce voyage est une nouvelle compréhension de nous-mêmes. Cette épopée de 10 ans ne nous a pas seulement appris des choses sur l'univers, elle nous a montré des vérités profondes, parfois dérangeantes,
mais toujours éclairante sur ce que signifie être humain au XXIe siècle. Maintenant, pour faire face aux paradoxes les plus fondamentaux de la condition humaine, prenons cette dernière profonde inspiration avec le dernier héritage que cette recherche nous a laissé. Le paradoxe peut être le plus frappant que nous rencontrons est le fossé énorme entre la carte et le terrain. D'un côté, il y a l'une des réalisations les plus incroyables que l'humanité ait jamais créées, notre carte du système solaire. Nous connaissons l'orbite de chaque planète avec une précision centimétrique. Nous avons des robots qui se promènent à la surface de Mars. Nous avons envoyé des sondes qui ont plongé dans les tempêtes de Jupiter. Nos sondes voyagées, au seuil de l'espace interstellaire, nous envoient des murmures de notre maison. C'est un triomphe de la connaissance, de la raison et de la technologie. Un monde sûr que nous connaissons et comprenons, le produit de milliers d'années d'observation, de générations de travail. Mais, de l'autre côté, juste au bord de cette carte brillante et détaillée, là où l'encre sèche, commence ce terrain terrifiant et inconnu. Notre carte se termine à Neptune. Et après cela, comme les anciens marins le dessinaient sur les bords de leur carte, commence un vide énorme, où il est écrit « Ici, il y a des monstres ». Dans ce terrain, un monde qui n'est pas sur notre carte pourrait s'être caché là pendant toute l'histoire de notre cartographie. C'est une vérité qui nous frappe au visage, nous montrant à quel point tout ce que nous pensions savoir n'est qu'un petit îlot. La partie tragique est que nous avons tellement fait confiance à cette carte que nous avons oublié de voir la forêt juste à côté de nous. Nous nous sommes crus les maîtres de l'univers, sans nous rendre compte que nous n'avions même pas fait un inventaire complet de notre propre arrière-cour. C'est une fierté brisée, c'est une démonstration de l'insuffisance de nos outils les plus avancés face aux secrets de l'univers. Nous apprenons amèrement que notre carte n'est pas le terrain lui-même, c'est seulement un guide. Et parfois, les choses les plus importantes restent complètement en dehors de ce guide. Maïs, dans cette tragédie, il y a cette beauté incroyable qui enflamme l'esprit humain, car des espaces vides sur la carte signifient qu'il y a de nouveaux endroits à découvrir. L'inscription « Ici, il y a des monstres » n'est pas un avertissement, c'est une invitation. C'est ce qui nous pousse à aller plus loin, à regarder plus profondément, à redessiner les bords de la carte. Cette recherche nous a montré à quel point notre carte était incomplète, mais elle nous a aussi donné le désir et les outils pour la compléter. Toi aussi, tu vis avec une carte dans ta propre vie. Tes croyances, tes expériences, tes plans. Maze. Les plus grandes aventures de ta vie commencent lorsque tu oses sortir de cette carte. Lorsque tu mets le pied sur un terrain inconnu. L'existence ou l'absence de la planète 9 nous rappelle que les cartes sont importantes, mais que la vraie excitation se trouve toujours dans le terrain inconnu qui se cache derrière le prochain horizon. Et cela nous amène au dernier et plus poignant paradoxe au cœur de cette histoire, l'individu et le collectif. Regardez ce qui a rendu cette recherche possible. L'Observatoire Vera Rubin, un projet de plusieurs milliards de dollars. Des décennies de travail de milliers d'ingénieurs, de scientifiques, de techniciens, la collaboration d'équipes d'universités et d'instituts de recherche du monde entier. C'est un exemple monumental de ce que la puissance collective de l'humanité peut accomplir lorsqu'elle se rassemble pour un objectif commun. C'est un effort qu'aucun être humain ne pourrait jamais accomplir seul. Un effort qui s'étend sur des générations. Maïs, alors, regardez les gens derrière cette machine énorme. Ces deux scientifiques qui ont lancé la recherche, Batygin et Brown. Ces étudiants qui ont analysé les données. Ces opérateurs qui font fonctionner le télescope. Chacun d'eux, un seul individu. Des gens avec leurs propres espoirs, leurs propres peurs, leur propre vie limitée. La réalité tragique est que dans cette recherche à l'échelle cosmique, aucun individu n'est permanent. Ceux qui ont lancé cette recherche ne verront peu être pas sa fin. C'est une course de relais qui durera des générations. Et chaque coureur ne peut courir qu'une courte distance avant de passer le relais à la génération suivante. Comparé à l'orbite de 20 000 ans de cette planète, une vie humaine est presque nulle. Nous ne sommes que des invités temporaires dans ces projets énormes et durables que nous avons nous-mêmes créés. Cela pourrait être une pensée triste,
soulignant l'insignifiance de l'individu face au collectif. Mais, et c'est peu, être le mais le plus important. Cette fugacité, au lieu de rendre la contribution de chaque individu insignifiante, la rend infiniment précieuse. Car cet effort collectif énorme n'aurait jamais pu commencer sans une étincelle de curiosité individuelle. Tout a commencé lorsque ces deux scientifiques, intrigués par une petite anomalie dans les données, se sont demandé « qu'est-ce que c'est que ça ?» Cette seule question a grandi comme une boule de neige pour se transformer aujourd'hui en une avalanche qui perce les montagnes. Le collectif est enflammé par l'imagination de l'individu et chaque individu, en jetant son propre petit morceau de bois sur ce feu collectif, maintient la flamme vivante. Toi aussi, tu fais partie de cette histoire. Tu n'es peu, être pas un scientifique, tu n'as peu, être pas construit un télescope. Mais, en écoutant cette histoire, en étant curieux, en regardant le ciel avec émerveillement, toi aussi tu jettes un morceau de bois sur ce feu. Toi aussi, tu fais partie de cette aventure collective de l'humanité, de cette quête de compréhension sans fin. Cette recherche nous montre que nos plus grandes réalisations ne sont pas le résultat de notre génie individuel, mais de l'humilité de ce génie à se mettre au service d'un rêve collectif. Et c'est la définition la plus belle, la plus pleine d'espoir de ce que signifie être humain. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce long voyage. Un voyage qui a commencé dans les coins les plus sombres du système solaire et s'est étendu jusqu'aux profondeurs les plus lumineuses de l'esprit humain. Au cours de ce voyage, nous avons fait face aux vérités fondamentales de notre place dans l'univers, avec notre grandeur et notre petitesse, avec notre savoir et notre ignorance, avec notre solitude et notre connexion, avec notre ordre et notre chaos, et enfin, avec la brièveté de nos vies individuelles et l'éternité de nos rêves collectifs. Nous savons maintenant que la recherche de la planète 9 était bien plus que la simple découverte d'une planète. C'était se trouver soi-même. C'était comprendre que le plus grand cadeau que l'univers nous offre, ce ne sont pas des réponses, mais des questions. Et c'était découvrir que la question la plus importante n'est pas « qu'y a-t-il là, dehors ?», mais « qui sommes-nous » Le voyage semble se terminer ici, avec ces pensées. Mais, en réalité, chaque fin est un nouveau départ. Et tout ce que cette histoire nous a appris nous prépare maintenant pour une dernière porte, une dernière pensée et un dernier pas. Dans ce voyage, nous avons cherché un mystère au bord de notre propre système solaire. Mais il y a une fin plus grande que je ne vous ai pas dite. L'univers tout entier se dirige également vers une fin, et il a 3 destins possibles, un gel infini, une déchirure violente, ou le moment où tout s'effondre sur soi-même. Lors de notre prochain voyage, nous irons jusqu'à la fin des temps. Êtes-vous prêt à assister à la mort